Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio dans l'émission La planète demain, dans laquelle je donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. Et bien justement, dans la seconde partie de notre émission, nous aurons le plaisir de recevoir Jean-Benoît Zacharie, PDG du groupe JBZ, qui nous parlera du verre vert, mais pas seulement. Mais pour l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir Nadège Bernard, qui elle est directrice générale de Solar Paint, qui propose une peinture réflective pour toiture de bâtiments industriels, tertiaires et commerciaux, avec un impact positif pour l'environnement. Bonjour Nadège. Bonjour. Alors, Solar Paint propose une peinture réflective, je le disais à l'instant, pour toiture de bâtiments industriels, tertiaires et même commerciaux. Cette solution est 100% made in France, si j'ai bien compris. C'est bien ça. Elle est avec un impact positif pour l'environnement et en effet, en réduisant l'empreinte carbone des bâtiments, elle contribue activement à la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre. Mais quelle est l'origine de Solar Paint ? Alors, Solar Paint, en fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'aujourd'hui, en effet, tous nos bâtiments, qu'ils soient industriels, tertiaires ou commerciaux, ils ne sont plus adaptés. Il faut vraiment les réinventer, puisque ce sont des bâtiments qui ont des toitures qui surchauffent, qui emmagasinent la chaleur de par des systèmes d'étanchéité qui absorbent complètement. Et aujourd'hui, on veut atteindre en effet la neutralité carbone et ces bâtiments sont des vrais passoires thermiques. Il était temps d'agir et Solar Paint a voulu en effet aller trouver une solution, notamment pour agir sur les toitures. Alors, pour que nos auditeurs comprennent bien, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le cool roofing ? Donc, le cool roofing, pour parler français, veut dire toiture fraîche. Beaucoup plus simple de compréhension. C'est un procédé. Alors, on n'a pas vraiment inventé les choses, parce que si on regarde un peu nos ancêtres et si on regarde un peu ce qui se passe en Grèce, on peignait à la chaux blanche les bâtiments. L'idée était d'arriver en France, où les États-Unis ont mis ce procédé de cool roofing depuis les années 2000, notamment avec beaucoup et d'une grande enseigne de grande distribution. C'est tout simplement un procédé qui va permettre en effet de renvoyer, de réfléchir les rayonnements du soleil, mais pas que, qui a des propriétés d'émissivité qui, au lieu d'absorber la chaleur, vont en effet la réémettre. C'est vraiment une solution de peinture, c'est clair, avec une recette bien appropriée qui va faire le bouclier thermique par la toiture. Alors justement, quel est le principe de la peinture réflective que vous employez chez Solar Paint et notamment, quelles sont les propriétés de cette peinture ? Donc ces propriétés, c'est haute réflectivité des rayonnements du soleil à haute émissivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, telle qu'elle a été fabriquée, on parle d'une recette même en peinture, on va renvoyer avec cette solution telle qu'elle a été produite, plus de 92% des rayonnements du soleil. Donc on va faire vraiment un renvoi de plus de 92% et on n'absorbe plus la chaleur. Elle est appliquée sur les toitures aujourd'hui qui sont en membrane bitumineuse, donc des membranes noires, on va traiter l'albédo, on va améliorer l'albédo de la toiture. Le noir absorbe complètement la chaleur. En l'appliquant sur ces étanchéités, on va tout de suite agir sur la température de surface, mais pas que, puisque notre objectif est d'aller gagner sur tous les degrés à l'intérieur du bâtiment. Mais ce produit que vous utilisez est-il éco-conçu ? Alors, le gros avantage de notre société est tel qu'on l'a conçu, tel que je l'ai développé il y a plus de 4 ans maintenant. Je me suis associée avec un grand fabricant de peinture industrielle qui est basé dans les Pyrénées, en Ariège, si vous connaissez un petit peu le 09. Et qui ne connaît pas ? C'est vraiment une recette 100% française, 100% occitane, j'y tiens, je suis un peu toulousaine, qui a été produite en effet. Alors on parle bien évidemment, quand on parle de peinture, les gens s'inquiètent, c'est de la chimie. Non, cette peinture, elle est en phase aqueuse, donc il y a de l'eau. C'est une peinture à l'eau, mais pas que. Elle a aussi dans sa recette de la matière recyclée, puisqu'on a recyclé de la fibre de verre. C'est une première dans la fabrication d'un matériau. On est sur un produit complètement propre. Il n'y a pas de polyfluoré, donc de PFAS, qui aujourd'hui inquiète beaucoup sur la fabrication des produits. On n'a pas de COV. Voilà, c'est une recette qui est vraiment propre. Mais cette peinture, est-ce qu'elle est compatible avec toutes les toitures finalement ? Alors aujourd'hui, tout ce qu'on a monitoré, parce qu'on a fait des études, bien évidemment, on a monitoré, les plus beaux bénéfices qu'on attend de cette solution sont sur ces membranes noires qui absorbent complètement la chaleur, sur des bacs acier, même s'ils sont blancs. On a de très beaux résultats. On est sur des toitures plates et on est aussi sur des membranes ou des fibrociments non amiantés.
Et on parle de temps en temps de chaleur en cycle urbain, et notamment les îlots de chaleur urbains. Qu'est-ce que vous pensez, vous, quelle est votre solution miracle pour lutter contre ces îlots de chaleur urbains ? Aujourd'hui, pour rafraîchir nos villes, c'est vraiment notre objectif. En effet, il faut reverdir, c'est une évidence. Il faut replanter des arbres. Il faut peut-être apporter un peu de brumisateur. Il faut rafraîchir la ville. Mais la toiture fait partie aussi des solutions qu'il faut traiter et qu'il faut refroidir. Plus on va refroidir cette chaleur emmagasinée, plus on va rafraîchir l'atmosphère. C'est pour ça que notre solution apporte aussi du bien aux villes et va traiter les îlots de chaleur urbaine. Et justement, votre solution, est-ce que vous en avez mesuré les performances thermiques et si oui, quelles sont-elles ? Donc à partir du moment où on applique la solution, c'est immédiat, on va gagner jusqu'à 30 degrés de température de surface. Il faut savoir que les bâtiments, tels que je vous ai cités tout à l'heure, peuvent monter des températures de surface autour de 80 degrés, ce qui est énorme. Et vous imaginez bien la chaleur qui est emmagasinée. Donc déjà, en appliquant, on va réduire en moyenne de 30 degrés la température de surface. On n'absorbe plus la chaleur et on peut gagner jusqu'à, en moyenne, 4 à 5 degrés à l'intérieur du bâtiment. Tout va dépendre de l'isolation. Moi, le bâtiment est isolé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on traite beaucoup, en effet, tout ce secteur tertiaire, industriel et commercial, parce que souvent, ce sont des bâtiments qui sont plus adaptés, qu'il faut traiter, qui sont mal isolés. Donc, on va gagner, c'est ça, 4 à 5 degrés à l'intérieur du bâtiment. Alors, en dehors de ce gain de 4 à 5 degrés à l'intérieur du bâtiment, une fois que la peinture est enduite sur une toiture, quels sont les effets qu'elle produit sur le confort thermique intérieur, en plus des 4 degrés ? Donc, on va apporter, bien évidemment, du confort pour les occupants. Aujourd'hui, on parle beaucoup du confort d'été et il faut s'y tendre. Aujourd'hui, les salariés, les consommateurs, les gens qui travaillent dans les bureaux ont chaud et au-delà de 26-28 degrés ne sont plus productifs. Donc, en améliorant ce confort d'été, bien évidemment, on va améliorer la santé des êtres humains. Donc, ça, c'est déjà beaucoup, vraiment important. Et en plus de ça, et bien surtout, et on va agir sur l'utilisation de la climatisation, voire ne plus l'utiliser. Alors, dans la présentation de votre société que j'ai faite en début d'émission, j'évoquais plutôt les toitures de bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires. Mais est-ce que c'est adapté aux maisons résidentielles finalement ? Alors, on va pas. Alors, nous concernons, on a vraiment cet objectif d'aller traiter les plus gros énergivores et ces bâtiments-là. Le particulier, oui, on peut traiter le particulier, notamment ceux qui ont les toitures plates. On a des architectures modernes avec des toitures plates en bitume également. Par contre, sur l'aspect tuile, notamment, la tuile est un matériau qui est microporeux, qu'il faut laisser respirer, qu'il faut laisser s'évaporer la vapeur d'eau pour éviter que la tuile ne gèle et ne craque. Donc aujourd'hui, la solution, elle n'est pas adaptée pour les tuiles. Alors, parlons argent. Combien coûte une application de la solution SolarPaint sur une toiture ? Donc en moyenne, on est entre 20 et 25 euros du mètre carré, solution posée, appliquée, donc la solution de A à Z. Donc on va dire que c'est une solution aujourd'hui qui a un retour sur investissement qui est assez rapide, contrairement à d'autres solutions aujourd'hui qui vont traiter les émissions de CO2. Elle est simple de mise en place, il faut quand même une certaine technicité bien évidemment, mais c'est à moindre coût. Est-ce qu'il existe des aides pour les entreprises intéressées par votre solution ? Des aides d'État, j'entends. Oui, bien sûr. Alors, on a eu la bonne surprise en juillet 2021 d'avoir une aide C2E, donc qui est vraiment destinée aux professionnels, certificat d'économie d'énergie. Alors, en termes d'aide, elle n'est pas énorme, mais il faut quand même l'utiliser. Mais ça a été pour nous une belle victoire dans le sens où ça y est, notre solution un peu encore méconnue devient une solution éligible aux économies d'énergie. Alors, autre chose, on va parler d'électricité. Lorsque vous avez appliqué une couche de votre peinture réflective sur une toiture, est-ce que vous avez la possibilité de savoir si la facture d'électricité baisse ? Alors en fait, dans tous les tests qu'on a fait, les monitorings qu'on a fait, on a eu plusieurs cas d'école, on va dire. On a traité des bâtiments qui n'étaient pas climatisés, où là on a amélioré plutôt le confort d'été, et là on se passait d'investir dans une climatisation. Et sur les bâtiments où on a de la climatisation, suivant l'utilisation du bâtiment, le flux, si c'est une grande distribution, si c'est une collectivité, on peut aller jusqu'à 30% d'économie sur le post-climatisation. Ça dure combien de temps, une peinture SolarPaint ? On est sur une durée de vie de 10 ans. Une dizaine d'années. Voilà, c'est ça. Et on peut combiner la solution SolarPaint avec des panneaux solaires ?
Alors ça a été une très bonne nouvelle pour nous. On pensait qu'on était un peu concurrents sur la toiture, mais pas du tout en fait. L'association des deux solutions, c'est presque la toiture idéale aujourd'hui, puisque des panneaux photovoltaïques aujourd'hui, quand il fait trop chaud, vont saturer, voire vont moins produire quand le dessous du panneau surchauffe, puisqu'ils peuvent faire perdre de puissance jusqu'à 20%. Le fait de traiter l'albédo, donc la chaleur en dessous du panneau, au contraire, que ça soit été comme hiver, nous on a fait des tests sur des toitures, on peut gagner entre 13 et 15% de production en plus des panneaux. Donc c'est presque la toiture idéale, l'association des deux solutions. Afin que nos auditeurs imaginent plus facilement à quoi votre solution ressemble réellement, est-ce que vous avez des exemples concrets de réalisations déjà faites? Alors les premiers qui ont mis en place notre solution, ça a été beaucoup la grande distribution, avec les résultats que je vous ai annoncés tout à l'heure. On a aujourd'hui peint plus de 250 000 mètres carrés de toiture, donc en moins de 4 ans, et on nous traite aujourd'hui tous les bâtiments industriels, agroalimentaires, aéronautiques, pharmaceutiques. On a de la demande en logistique. On a tout bâtiment aujourd'hui qui surchauffe, qui cherche une solution sur sa toiture. Et quelle est votre vision pour l'avenir, ou quelles sont même vos prochaines innovations que vous pourriez préparer? Alors on est avec le fabricant bien sûr main dans la main, et on a des demandes sur des nouveaux systèmes d'étanchéité en toiture, comme des membranes blanches ou des membranes en PVC EPDM, où on travaille à faire évoluer la solution. On est sur des projets également de pouvoir agir sur des toitures problématiques avec l'amiante. Il y a plein d'idées. On a des demandes énormes sur des tramways, des bus. Donc là, on parle plus de toiture, mais on est aussi à vouloir réfléchir le confort urbain, le confort des passagers. Donc il y a plein de tests en cours, et on a plein de perspectives assez jolies pour SolarPaint. Et en quelques mots, qu'est-ce que vous souhaiteriez passer comme message à nos auditeurs? Qu'avec une solution très simple, une simple peinture, on peut agir pour le climat. Merci infiniment, chère Nadège Bernard, directrice générale de SolarPaint, qui propose une peinture réflective pour nos toitures avec un impact positif pour l'environnement. On se retrouve sur Sud Radio, La Planète Demain, dans quelques instants avec Thibaut, le French Trotter, pour un nouveau reportage en immersion, bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens. Eh bien, nous voici de retour sur Sud Radio avec Thibaut, le fameux French Trotter de La Planète Demain, qui nous propose la suite et la fin de son feuilleton de l'été consacré à We Love Green, le grand festival parisien qui conjugue musique et écologie. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'énergie. Bonjour Thibaut. Et oui, et c'est un enjeu de taille, car alimenter en énergie des concerts en plein air avec des scènes géantes, des murs d'écran et des milliers de festivaliers, eh bien c'est un vrai défi environnemental. We Love Green a justement mis en place des solutions très innovantes qui font aujourd'hui référence dans la filière musicale. Mais juste avant d'aborder ce sujet crucial, on va écouter Orcats, une artiste et DJ très engagée pour l'écologie. Elle nous parle du lancement d'une initiative importante portée par le festival. Alors Ramène ta gourde, c'est la nouvelle campagne de Bye Bye Plastique, qui est une fondation qui a été créée il y a 5 ans, qui a pour mission d'éliminer le plastique dans le milieu de la musique. Et donc on va solliciter différents acteurs, les organisateurs de festivals, les artistes, mais aussi aujourd'hui les festivaliers, en les encourageant à venir en festival et dans des clubs avec leurs gourdes pour éviter l'achat de bouteilles en plastique et donc de polluer la terre et les océans. Est-ce que le message est bien reçu? À We Love Green, le message est extrêmement bien reçu, on est vraiment très contents. Beaucoup de gens ont leurs gourdes, certains ont des bouteilles en plastique, mais on leur passe le message. C'est l'occasion aussi de planter des graines, de faire passer le message pour que la prochaine fois, ils puissent amener une gourde, tout simplement. Personnellement, vous êtes sensibilisé au problème de l'eau, je crois? Oui, tout à fait. Je suis artiste DJ, engagée pour la protection de la vie océanique et la liberté des cétacés. Donc tout le propos de ma musique, je vais incorporer des sons d'orques, de baleines et de dauphins dans mes DJ sets. Donc pour infuser la vibration de l'océan. Merci beaucoup à vous et bravo pour ce beau message de sensibilisation. Je retrouve Marianne Ocard, la directrice développement durable du festival, car j'ai une dernière question à lui poser. Comment on fait pour réduire l'impact environnemental de ces grands shows musicaux, très énergivores, et surtout sur quel mix énergétique repose un festival modèle comme We Love Green?
Sur l'énergie, c'est vrai que la première action, c'est avant tout de réduire nos consommations et du coup de réduire celles des différentes parties prenantes du festival et notamment des artistes, des productions artistiques. Donc ce qu'on a mis en place nous concrètement il y a 2 ans, c'est quelque chose d'inédit pour la filière quand même. C'est une clause de limitation des puissances énergétiques fournies sur les différentes scènes. Donc cette clause, elle est intégrée au contrat artistique. Donc on contraint les artistes et leurs productions à les respecter. De toute façon, on ne fournit pas plus. Voilà. Les productions s'adaptent. C'est ça. Après, évidemment, on travaille sur le mix énergétique donc pour fournir l'énergie. Donc nous, on est quand même sur un site qui est urbain. L'alimentation du réseau local. Donc on a souscrit un contrat 100% énergie renouvelable. Et ça représente à peu près 75% du mix. Donc on a 75% de nos consommations qui proviennent du réseau. Et après, pour le reste, du coup, on teste chaque année des solutions un peu différentes, un peu innovantes. On aime bien travailler comme un laboratoire sur We Love Green. Donc on a testé par exemple les panneaux solaires pendant plusieurs années, on a testé de l'hydrogène vert, donc des choses assez pointues. Et là, l'année dernière, on a testé l'alimentation d'une scène musicale avec un pack batterie. Un pack batterie, ça fonctionne comme un générateur. Donc c'est quelque chose, un dispositif qui est autonome. Mais c'est pas des consommations de carburant ou de biocarburant, parce que pour le coup, nous, on n'a que des biocarburants depuis la création du festival. Mais en fait, c'est comme une grosse pile qui est chargée sur le réseau et qui ensuite permet du coup de fonctionner de manière indépendante et d'alimenter une scène de manière indépendante. Encore une fois, c'est ça nos démarches de laboratoire. C'est aussi ce qu'on a fait sur la biodiversité. On a lancé une étude d'incidence du festival sur la biodiversité il y a 2 ans. Donc nous, ce dont on est fiers, c'est réussir à chaque fois à expérimenter et du coup emmener la filière avec nous sur des pratiques plus vertueuses. Eh bien, nous savons désormais presque tout sur We Love Green, qui fait rimer musique et écologie positive. Merci Thibaut et à dimanche prochain. Nous voilà de retour dans les studios de Sud Radio et nous accueillons maintenant Jean-Benoît Zacharie, PDG du groupe JBZ, qui va nous parler du verre vert, mais pas seulement. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Christophe. Alors dites-nous ce que vous faites dans la vie, ça m'intéresse. Écoutez, je dirige ma propre entreprise que j'ai reprise il y a 10 ans. Après un passage en école de commerce où j'ai créé une entreprise que j'ai revendue, j'ai voulu faire une reprise cette fois-ci. Donc depuis 10 ans, j'ai repris une entreprise en Normandie qui fait de la pose de fenêtres chez des particuliers. Fenêtres et les dérivés, c'est-à-dire les stores, les portes, les vérandas, Akena, les portails, les portes de garage et j'en passe. Alors, quel a été le rôle de la BPI dans votre développement? Parce que j'ai su que vous aviez été soutenu, mais quel a été son réel rôle? Eh ben, la BPI, c'est un partenaire à 3 niveaux. D'abord, c'est un partenaire dans le financement pour nos projets. C'est également un partenaire qui nous a conseillé de faire des formations. On a été la première promotion avec l'accélérateur normand, c'est-à-dire un programme de formation sur 18 mois qui a été très instructif pour nous. Et puis surtout, ça a été un partenaire dans l'accompagnement avec le diagnostic écoflux qu'on a réalisé. Donc, ils sont venus, nous ont audité pendant plusieurs jours et de là, on a tiré tout un tas de choses qui n'allaient pas dans le fonctionnement de l'entreprise au niveau de l'environnement. Alors justement, qu'est-ce qu'il vous a appris, ce diagnostic réalisé dans le cadre de votre démarche environnementale? Alors, on a dû corriger des choses faciles comme mettre en place de l'éco-conduite ou encore faire des diagnostics thermiques et électriques, mais il y avait surtout un vrai sujet qui était la gestion des déchets, puisque vous savez le bâtiment est un grand pollueur et un déchet sur lequel on a vraiment voulu attirer notre attention, c'était le vitrage, le verre, parce qu'en fait à chaque fois qu'on installe des nouvelles fenêtres, on ramène les anciennes fenêtres avec des anciennes vitres qui sont en parfait état et jusqu'à présent on les jetait, on les mettait à la benne et ces déchets, ils étaient soit enfouis, soit incinérés, ce qui est une aberration. Et vous avez d'autres actions concrètes qui ont découlé de cet accompagnement, notamment? C'était la principale, parce que ça a été un vrai sujet à traiter. En fait, ce qu'on a réalisé, c'est qu'on a fait un partenariat avec Saint-Gobain, fabricant français de vitrage, qui a besoin d'avoir de la matière recyclée pour continuer à entretenir ses fours et ne plus aller chercher en tout cas moins de sable dans les carrières. Et puis on est également allé chercher un atelier d'insertion et en fait on a fait une convention tripartite, si je puis dire, avec l'atelier d'insertion qui fait le démantèlement de nos menuiseries, c'est-à-dire on sépare le vitrage du reste de la fenêtre, qui soit en bois, en aluminium, en PVC. On casse le vitrage qui devient ainsi du calcin et on renvoie ce calcin chez Saint-Gobain qui le remet en fabrication.
Alors, j'évoquais en début d'émission votre projet Vers le verre vert. Alors là, vous allez nous l'expliquer, parce que déjà, pour le lire, c'est facile, mais pour l'entendre, c'est une autre histoire. En quoi consiste-t-il précisément et comment vous pouvez l'expliquer précisément? Effectivement, il y a un jeu de mots. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, en fait, quand on va changer des fenêtres ou des vérandas, on ramène une quantité impressionnante de déchets, de produits vitrés. C'est plusieurs dizaines de tonnes chaque année dans le groupe, entre la Normandie et l'Île-de-France. Et on a eu marre de jeter ça dans le ben. On pouvait plus accepter aujourd'hui que ce soit enfoui ou incinéré. J'espère que vous recyclez vos pots de confiture. Nous, c'est pareil. On s'est dit, on a des vitres qui sont impeccables et on les jette, c'est plus possible. Donc, il a fallu mettre en place toute une logistique pour nous permettre d'arriver à séparer le vitrage des produits qui l'entourent sans se blesser, puisque c'est des produits qui sont évidemment dangereux. On transforme, on casse ce vitrage qui devient donc ce qu'on appelle du calcin. Il faut avoir un degré de pureté qui soit impeccable, parce qu'on peut surtout pas se permettre d'envoyer des pièces métalliques, par exemple, dans un four. Sinon, vous êtes obligé d'arrêter toute une production, ce qui est juste pas possible. Donc, il y a un vrai enjeu sur la qualité des produits qu'on va traiter. Et on renvoie ces produits, nous, le partenariat qu'on avait, il est toujours avec Saint-Gobain. Ah d'accord. Alors comment ça se passe, la récupération précisément et la logistique autour du vitrage usagé? Il y a une technicité particulière? Oui, alors il faut apprendre à manipuler un diamant, mais un diamant qui nous permet donc de faire des coupes propres sur les vitrages. Alors quand vous avez des grandes vitrines de magasins, c'est plutôt facile. Ça devient problématique quand vous avez des fenêtres anciennes en bois avec tous les petits bois, ce qu'on a énormément en Normandie et en Île-de-France. Ouais. Il faut pas qu'il y ait de bois, il faut pas qu'il y ait de joints, il faut pas qu'il y ait de pièces métalliques, il faut pas qu'il y ait tous ces petits polluants qui vont autour. Donc il y a une vraie formation des gens qui réalisent ce métier au quotidien à réaliser. Et donc on va vraiment séparer le vitrage du reste de la fenêtre. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez imaginer des résultats concrets en termes de CO2 ? Ah oui, alors très précis même, puisqu'on a une vraie traçabilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie un semis entier de vitrage, il y a des pesées. On sait aujourd'hui qu'une tonne de vitrage ou de calcin qu'on renvoie à Saint-Gobain, ça représente 300 kilos de CO2 économisé. Pourquoi ? Parce que c'est un produit qui est très énergivore. Pour fabriquer du verre, vous avez besoin d'aller dans les carrières, extraire du sable, donc vous avez besoin d'énormes engins de chantier. Vous devez ensuite ramener ça dans les usines, vous y ajoutez de la silice, vous faites chauffer ça à très haute température. Donc quand on a du verre sous la main propre, on a un vrai bénéfice carbone. Donc 300 kilos à peu près, ce qui représente pour nous, l'an dernier, on a recyclé à peu près 80 tonnes de vitrage et 24 tonnes de CO2 qu'on a économisé. Et peut-on dire que ce projet est un exemple parfait d'une économie circulaire appliquée au bâtiment ? Alors parfait, ça serait prétentieux, mais en tout cas c'est un bel exemple, oui, je pense, d'économie circulaire, puisque on avait à la fois un atelier d'insertion qui avait besoin de projets à proposer au personnel qu'ils embauchent. Vous avez de l'autre côté un fabricant industriel qui tire la sonnette d'alarme en nous disant attendez, bientôt le sable c'est pas une ressource éternelle, donc il faut qu'on trouve des solutions. Et puis nous qui avions à cœur de faire bien les choses, d'en profiter pour réaliser des économies, puisque jeter des vitres neuves dans des bennes, vous avez un coût de traitement qui est très important et de plus en plus important. Donc en fait, avec ce projet Vers le verre vert, on a pu répondre à 3 questions en une. Et comment vous intégrez au quotidien la REP dans votre entreprise? Alors je rappelle que la signification de REP, c'est responsabilité élargie du producteur. Comment vous faites ? Alors nous, on n'est pas metteur sur le marché, c'est-à-dire qu'on n'est pas fabricant de fenêtres, on est vraiment installateur. Donc en fait, c'est fait en amont par nos fabricants. Vous parliez de Akena et d'autres, qui nous refacturent en fait une éco-contribution. Ces éco-contributions sont collectées pour organiser justement toute la filière. Et nous, on a décidé de faire un partenariat avec Valobat, qui est l'acteur numéro 1 aujourd'hui de gestion des déchets sur le marché pour les entreprises du bâtiment. Donc en fait, aujourd'hui, notre projet Vers le verre vert est en train de s'arrêter, mais c'est une bonne chose puisqu'il a été remplacé par un projet d'envergure nationale. Et nous, chez nous, aujourd'hui, on a des bennes, des racks qui nous permettent non plus de mettre nos anciennes fenêtres à la benne, mais on les met dans des bennes qui sont... ils vont faire ce qu'on faisait nous à notre petite échelle, mais à une échelle nationale aujourd'hui. Alors quelle est votre vision, vous, du bâtiment de demain, plus sobre, plus local, plus circulaire? C'est quoi votre vision à vous? Moi, je vais plutôt vous parler de rénovation puisque c'est notre métier, mais je pense qu'il est important d'exploiter l'existant, d'essayer de moins consommer de foncier neuf parce que voilà, on a un très beau parc à entretenir. Et puis j'essaierai aussi qu'on mette un peu plus de bon sens dans la conception de nos constructions et de nos rénovations, avoir des isolants qui soient naturels, travailler des fabricants français
français. Il y a un gros sujet sur la ventilation aujourd'hui de l'habitat, puisqu'on isole énormément, on est en train de faire des cocottes minutes, et si vous ventilez pas ces habitations, on aura des gros problèmes demain. Pourquoi pas intégrer de la domotique qui permettent justement de jouer sur la gestion du soleil, ce genre de choses. Et puis je pense que faire appel à des vrais experts dans le thermique, c'est une nécessité pour avoir des bonnes rénovations. Tous les bâtis ne doivent pas être rénovés de la même façon. Quel message aimeriez-vous faire passer aux artisans et industriels qui hésitent à s'engager dans la transition écologique ? Mais je dirais que c'est pas une question de mode, mais une question de survie pour notre filière. Les matériaux et les ressources qu'on utilise ne sont pas indéfinis. On parlait du sable pour le vitrage typiquement. Je pense aussi que c'est une vraie opportunité de se différencier. Alors ça parle peut-être pas encore à tout le monde aujourd'hui, mais quand même je trouve que ça parle de plus en plus à nos clients. Et puis si vraiment vous n'êtes pas convaincu, je pense qu'il faut se dire que il y a des vraies sources d'économie financière à faire avec le recyclage des matériaux qu'on utilise. Merci infiniment, cher Jean-Benoît Zacharie, PDG du groupe JBZ. Retrouvez tous les podcasts de mon émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, bien sûr, et découvrez aussi notre nouvelle chaîne de télé digitale, La Planète Demain, .plus. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 12h30 sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La Planète Demain, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'écologie positive et raisonnée. À dimanche. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.